Bienvenue pour notre nouveau webinaire. Ce mois-ci, on va parler du coup de comment bien choisir ses outils pour accompagner sa croissance avec 3 intervenants autour de la table qui vont pouvoir nous partager un peu leur expérience et leurs connaissances qui vont être très différentes les unes des autres et ce qui va apporter, je pense, beaucoup de grains à moudre à l'échange qu'on pourra avoir aujourd'hui. Je vais laisser l'un après l'autre se présenter. On va commencer logiquement par Anne. Et ensuite, on rentrera plus précisément dans le cœur du sujet, juste après. Bonjour à tous, Anne. Alors moi, voilà, je suis sur la partie Aconeo Conseil et j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai commencé en faisant 6 ans de conseil à Paris et ensuite j'ai intégré un grand groupe Orpea au sein de la DSI où j'étais en charge de tous les outils qui géraient la relation client, de la prospection, gestion administrative, facturation, recouvrement et donc la mise en place de ces outils pour tous les métiers du groupe. Voilà, et je suis de nouveau de retour dans le conseil. Super, merci beaucoup Anne. Peut-être Jean-Christophe dans un deuxième temps? Oui, alors Jean-Christophe, donc moi je suis comme c'est indiqué, je suis intégrateur Odoo, donc solution open source développée par une boîte belge du même nom, Odoo. Ça fait pratiquement une dizaine d'années que je travaille sur Odoo et à temps plein depuis 7 ans maintenant où je fais voilà, mon activité principale c'est intégrer des Odoo dans différents secteurs. C'est comme ça que j'ai connu Anne entre autres chez RPA ou des petits TPE, des PME en fonction des besoins. Super, merci beaucoup Jean-Christophe. Et avec ces deux techniciens, on va dire, de la gestion de projet, on va avoir notre entrepreneur, Rémi. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Rémi. Donc, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Créalettre et qui édite Epopia. On a eu jusqu'à 25 salariés dans l'entreprise. On a connu notamment des phases de forte croissance. Et donc, on a été naturellement confronté à la question de l'outillage dans ces phases de croissance importantes. Super, merci Rémi. Alors, le sujet du jour, c'est quoi? Le sujet du jour, c'est de se dire effectivement dans des phases de forte croissance ou dans des phases de croissance même juste rapide, on va être amené à vouloir outiller ses équipes, à vouloir outiller ses process et souvent on le fait un peu dans la précipitation et on a eu envie de se poser sur cette question parce que l'entrepreneur, on se rend compte que plutôt que d'ajouter un outil sur un autre, on a l'impression, et on va voir aujourd'hui si c'est le cas ou pas, on a l'impression qu'on devrait avoir une phase de recul, une phase de réflexion qui devrait nous amener à mieux choisir les outils et à avoir des process du coup derrière qui sont plus efficaces par la suite. C'est un petit peu la question qu'on s'est posée et du coup c'est pour ça qu'on a fait venir ces 3 intervenants pour essayer de leur poser des questions et de comprendre avec eux quelles seraient les bonnes pratiques dans ce cas-là. Alors, la première question qu'on va poser, c'est pourquoi identifier ces processus avant de choisir ces outils? Aujourd'hui, finalement, je suis en croissance rapide, j'ai besoin d'un outil, je le prends et puis ça marche bien. Puis comme les outils sont pas trop chers, on pourrait l'imaginer comme ça. Mais c'est pas forcément la réflexion à avoir. Et je pense que Anne, en premier lieu, tu pourras nous donner un petit peu ton avis sur ce point-là. Oui. En fait, effectivement, ça peut paraître quelque chose d'assez fastidieux, comme tu le disais, de bien se poser et d'écrire ses processus, mais pour moi, il y a plusieurs intérêts à ça. Déjà, définir un processus, c'est se dire qui fait quoi, comment et à quel moment. Et en fait, définir tout ça, c'est cet enchaînement qui va nous permettre de définir le processus et, de ne pas avoir de trou dans la raquette, dans le processus, et ensuite d'identifier quelle partie on souhaite outiller. De choisir, du coup, les bons outils pour répondre à ses besoins. Et par là même de s'assurer également qu'on ne va pas avoir des outils qui vont répondre et qui du coup vont faire les mêmes choses. Voilà, on décrit sa chaîne, on décrit son processus, on se dit quelle partie on veut outiller ou est-ce qu'on veut outiller tout le processus et on choisit les outils en fonction de ça. Et ça évite en fait en outillant petit bout par petit bout d'avoir des outils qui peuvent par exemple ne pas communiquer entre eux, d'avoir des overlaps entre les outils qui vont, plusieurs outils qui vont gérer la même tâche et qui peuvent générer aussi de la confusion. Super clair. Rémi, on peut se dire oui, définir ses processus avant de choisir les outils, ça paraît logique, mais dans la réalité d'une boîte qui croît très vite et qui a énormément de problématiques, comment on le vit en vrai? Ouais, moi effectivement, je m'inscris pas forcément dans ce discours qui est effectivement très
qui se fait quand on a le temps en fait de se poser, mais c'est vrai que souvent les entreprises en croissance se retrouvent dans des rushs. Alors il y a plusieurs types de croissance, hein. Par exemple, nous chez Epopia, on a connu la croissance où on est passé de 1000 à 12 000 clients en 3 mois. Bon, bah, effectivement, ça a explosé de partout. Il fallait boucher les trous. On n'avait absolument pas le temps de se poser sur quoi que ce soit, vu que ça ne faisait qu'augmenter. On n'avait pas le temps. Et puis, on a eu la phase de croissance un peu plus, je vais dire pépère, mais en tout cas, celle où on a fait une levée de fonds. On a levé 1,8 million d'euros. Et donc, on avait une exigence de structuration et on avait les fonds pour le faire. On avait le temps pour s'organiser. Et là, on a pu effectivement prendre le temps, mettre des ressources aussi, y allouer des ressources et le faire de manière beaucoup plus posée. Donc c'est vrai que ça dépend aussi où on est dans la vie de l'entreprise et ça va beaucoup impacter sur la manière de le gérer, à mon sens. 100%. Ah, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Il y a des bons moments, il y a des moins bons moments, en tout cas des moments où on ne peut pas vraiment faire autrement. Et du coup, on va se poser la question derrière qui va être à un moment, si j'ai pas le choix, je vais multiplier les outils en me disant si en 3 mois je fais x12 sur le nombre de mes clients et que j'arrive à 12 000 clients, il faut que je trouve des solutions. Et là, Anne, c'est quoi le risque que j'ai en fait finalement de passer des outils sur des outils sur des outils? C'est quoi mon risque pour ma boîte finalement de multiplier ces outils-là? On a plusieurs risques. Je pense que moi, je vais plutôt parler des risques très opérationnels. Il y a déjà un risque de coût, mais une fois de plus, je pense que quand on est, comme le disait Rémi, en grande phase de croissance, le coût d'un abonnement, c'est pas la préoccupation. La préoccupation, c'est de répondre aux besoins et de générer du chiffre d'affaires. Donc, oui, on va pas forcément regarder aux abonnements. Mais le risque à plus long terme, c'est ça. C'est d'avoir du coup de multiplier les abonnements. Donc, ça va être des coûts récurrents et d'avoir aussi potentiellement des coûts assez forts à certains moments parce qu'il y a une montée de version sur l'outil à gérer. Et plus on a d'outils, plus on multiplie ses coûts. Ça, c'est un premier risque. Le deuxième, c'est les risques d'erreur. Quand on choisit des outils qui communiquent pas forcément entre eux, voilà, un outil, je vais prendre des exemples, un outil qui va gérer la vente, qui n'est pas lié à son outil de facturation. Si on n'arrive pas à les lier et qu'on a pris des petites briques par-ci par-là, il va y avoir de la ressaisie. La ressaisie, c'est aussi du temps, donc c'est de la main d'œuvre et c'est des coûts de la main d'œuvre et c'est des risques d'erreur quand on fait de la ressaisie manuelle, par exemple. Et on va avoir un troisième risque opérationnel, je dirais, c'est l'onboarding, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle ressource qui va arriver en phase de croissance, on recrute. Plus il y a d'outils, plus c'est difficile de monter à bord. Sauf si effectivement la personne arrive sur un périmètre très très restreint avec un seul outil. Mais on le sait, dans les startups, on a souvent quand même des profils qui sont relativement, qui font plusieurs tâches. Et plus on a d'outils, plus c'est difficile de les embarquer. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal d'outils de risques techniques. Et ça, peut-être que Jean-Christophe peut nous en parler. Ouais, effectivement, je vais être plus sur la phase technique. Qui dit plein d'outils dit forcément, pour éviter, comme tu évoquais, éviter la ressaisie. Souvent, on essaye de mettre en place des liens entre ces outils, donc il faut qu'ils soient interopérables, si c'est possible, parce que certains outils ne le prévoient pas déjà. Donc, quand c'est possible, on voit pour essayer de faire des interactions entre les outils. C'est pas toujours simple, ça prend du temps forcément parce que il faut qu'on on comprenne la personne qui s'occupe de ça, comprenne les deux outils, comprenne ce qu'il y a à faire. Forcément, ça implique des coûts de mise en place, des coûts de maintenance parce que dès qu'un des outils va évoluer, il va forcément falloir revoir en partie ou intégralement l'interopérabilité entre les deux outils. Donc, il faut forcément repasser par la case à chaque fois développement, retest, des choses comme ça. Donc, ça engendre des coûts et des problèmes justement de fiabilité de l'outil au fur et à mesure dessus. Alors que quand on a qu'un seul outil, forcément, on est moins embêté avec cette partie-là. Super clair. Rémi, si je comprends bien ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est t'as eu des phases de croissance et des phases de structuration suivant les périodes. Et du coup, quand tu arrivais sur ces phases de structuration, toi, est-ce que tu voyais ces risques-là, du coup, comme par rapport à la phase de croissance que tu avais eue précédemment, et comment tu les analysais et qu'est-ce que tu as fait concrètement? Alors nous, il y a un autre travers aussi que peuvent avoir les startups dont on n'a pas parlé, que nous, on a eu beaucoup. Quand on est une boîte assez enclin techniquement, c'est que souvent, on s'amuse à développer nos propres outils.
Et ça, c'est vraiment une très mauvaise pratique que nous, on a beaucoup pratiqué, hélas. Ce qui veut dire parce que du coup, on fait exactement du sur-mesure pour ce qu'on veut, mais par contre, ça s'interopère avec rien du tout. Ça demande de le maintenir alors que c'est pas notre cœur de métier. Donc ça, c'est déjà la première chose à ne pas faire, à vouloir avoir un truc tellement spécifique qu'au final, on s'y perd. Ensuite, effectivement, sur la manière dont on a pris la chose. Alors, quand on était dans le rush, de toute façon, on bouchait les trous partout où on pouvait, on prenait le premier truc qui passait, on essayait de l'installer et on se posait pas trop de questions parce que c'est effectivement, on gère l'urgence avant toute chose. Quand on a eu le temps de se poser, on a déjà effectivement, comme c'était dit avant, on a pris le temps de poser des processus. Qui est responsable de quoi, qui doit utiliser quoi, qui a des comptes où. On a posé des responsabilités, on a formalisé tout le process de l'onboarding. Donc, selon les postes où on allait, à quel outil on aurait accès, comment ça allait se fonctionner, écrire une doc pour chaque outil et comment les gens allaient trouver leurs infos à chaque fois. Donc, tout ça, c'est effectivement un effort qu'on a pris. On a dû effectivement réviser pas mal d'outils qu'on avait. Alors, on n'a pas forcément fait le choix de l'outil unique parce qu'effectivement, comme on avait déjà développé notre propre ERP à nous, on avait déjà beaucoup de choses qui étaient intégrées chez nous et on ne pouvait pas tout faire. Donc, on a surtout mis des briques autour de ce qu'on avait déjà. Si je cite juste quelques exemples, j'aime bien mettre du concret et pas rester dans la théorie. Quand on parle, par exemple, tout ce qui est déjà communication interne, nous, on a utilisé un Mattermost, qui est une version libre d'un outil que la plupart des boîtes utilisent, qui est Slack. Où on a utilisé pour le ticketing, à la base on était sur Redmine, on est passé sur GitHub. On va utiliser pour la relation client, on a utilisé Zendesk. Naturellement, toute la partie compta, au départ je faisais tout sur du Excel. Après on est parti sur en tout cas, tout ce qui est analyse, un peu voir le business intelligence. Donc on est passé sur Power BI, essayer de voir un peu de la version stratégique. Toute la gestion partagée de projets, de produits, on est passé par plein de phases avant de finir sur Google Cloud. Donc, on voit effectivement que les outils se sont démultipliés au fur et à mesure des besoins, mais on a aussi migré sur des outils de plus en plus puissants. On a commencé à faire des choix de coûts, des choix d'efficacité parce qu'on en avait testé plusieurs. Je vous les cite pas tous, mais on s'est retrouvé un moment quand vous avez commencé à avoir des tensions dans une équipe, et vous allez installer un outil pour la RH pour aller sonder les gens et voir leur état. Donc, on a installé un Office Vibe. Tout ça, je ne sais pas effectivement si ça se trouve facilement intégré quelque part, mais c'est vrai qu'on les a plutôt gérés au fur et à mesure aussi des besoins, aussi dans la croissance. Même si on peut à un moment se poser à plat, faire sa ligne de route, on ne connaît que les besoins qu'on a à l'instant T. À l'instant T, quand on était en phase de croissance, on avait 10, 12, 15, 18 salariés, tout se passait bien. On n'a jamais imaginé qu'un jour, on aurait besoin d'un outil pour essayer d'aller sonder l'état d'esprit des gens et avoir un endroit où les gens puissent de manière anonyme remonter leur grief. Bon, ça c'est plus tard. Du coup, on allait chercher un outil en plus spécifiquement pour ça. Donc, on a quand même toujours continué à le faire un peu au coup par coup, mais de manière un peu plus réfléchie. Et parfois, on a coupé des choses pour les réassembler en un seul outil. Sur la partie email, on est parti sur Brevo, qui avant s'appelait Sendinblue. Avant, à la place d'autres outils, on avait 3 ou 4 autres qui faisaient la même chose, mais qui étaient découpés en morceaux. Donc on a une espèce de normalisation qui se fait au fur et à mesure du temps. Et après, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais quand on est patron, on voit les problèmes quand ils arrivent, et après, l'anticipation, c'est pas toujours si évident. D'où peut-être effectivement des besoins de se faire accompagner pour définir ces processus d'entreprise avant de mettre en place, et pourquoi pas aussi dans un deuxième temps, parce que là on a vu la définition des process, dans un deuxième temps, il y a une question de rationalisation. Et moi, je serais bien curieux d'avoir l'avis du coup de nos techniciens pour nous dire pourquoi aujourd'hui c'est important de rationaliser, parce que là, comme il a dit Rémi, on peut avoir plein d'outils, finalement on peut cumuler. Et pourquoi aujourd'hui, pour toi, Anne, c'est important de rationaliser? Tout simplement, et c'est effectivement la vraie vie. Le monde idéal, c'est on a tout bien anticipé, tous les problèmes, toutes les phases de croissance, le nombre de clients, on a tout hyper bien dessiné, hyper bien anticipé, on a le bon outil qui répond. Ça, je pense que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais, et que du coup, on va être obligé à un moment, pour répondre à le besoin premier, qui est la croissance de l'entreprise, de prendre des outils sans forcément le voir dans la globalité. Par contre, moi, je suis persuadée qu'à un moment, il y a cette importance de rationaliser. Alors, à la fois pour
baisser les risques qu'on a vus plus haut, hein, les coûts, tous les risques d'interopérabilité, les risques d'erreur, toute la montée en compétences. Et c'est aussi ce que disait Rémi, hein, il y a eu des phases où justement ils ont pu se poser là-dessus. Rationaliser veut pas dire un seul outil. On met pas non plus tous ses œufs dans le même panier, je pense que c'est aussi important. En revanche, c'est de se dire, ok, là j'ai énormément d'outils, ça génère énormément de travail et de perte de productivité, hein. Il y a ça aussi au sein des entreprises, et de se dire, bah, c'est peut-être le moment de se poser et de pas forcément attendre que ça pète. Parce que si on attend trop, potentiellement, là où va y avoir un problème, on va être en phase de croissance, parce que c'est justement le volume qui va faire que les petits outils qu'on a choisis, gratuits, etc., vont plus tenir la charge, et c'est pas forcément le moment pour justement se poser, avoir du temps, et avoir du temps aussi des personnes pour prendre en main un nouvel outil. Donc voilà, je dirais que c'est souvent la multiplication des problèmes qui mène à cette phase de rationalisation. Alors à la fois les coûts, la maintenabilité, c'est-à-dire des sujets très techniques et des sujets très opérationnels de prise en main, de ressaisie. Et il faut arriver à le faire à un moment où on a un peu de temps pour se poser là-dessus, sans attendre que voilà, ce soit trop tard. Et pour toi, on peut y arriver seul? En tant que patron, on peut y arriver tout seul, ou c'est compliqué d'y arriver tout seul? En tant que patron, je pense pas, parce que je pense que le patron n'a pas le temps de faire ça. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut soit avoir quelqu'un en interne, mais ça nécessite du coup d'être j'ai envie de dire une très grosse structure, parce que avoir une personne en interne qui va faire ça à temps plein, se charger de définir les processus, et puis il y a des compétences assez spécifiques, hein, c'est pas uniquement les processus, c'est qu'après il faut aller voir sur le marché, faire une étude de marché, voir ce qui existe, voir quel outil répond le mieux. Il y a toute la phase de négociation financière pour aller négocier le prix des licences. Et après il y a toute la phase d'implémentation, qui est une phase à la fois fonctionnelle, c'est-à-dire bien paramétrer l'outil pour que ça fonctionne, et aussi très technique. C'est ce dont pourrait nous parler Jean-Christophe, mais voilà, surtout dans un sujet où on veut mettre en place un outil qui va gérer plus de process, enfin une plus grande partie du processus, et qui potentiellement va aller se connecter avec d'autres, il y a une phase très technique, et je pense qu'aujourd'hui c'est des compétences assez spécifiques. Ouais. D'accord. Alors, on va rester dans la technique un petit peu avec Jean-Christophe pour qu'il puisse aussi pousser un peu, et après je suis curieux d'avoir l'avis concret de Rémi derrière. Ouais, bah effectivement, faut bien analyser la mise en place d'outils comme ça qui vont répondre à pas mal de processus. Ne serait-ce que voilà, si l'infrastructure est en interne, en externe, il y a plein de choses à regarder effectivement techniquement. Où souvent, à part comme me disait Anne, quand c'est l'entreprise est une grosse structure où il y a des services dédiés, souvent le patron n'a pas le temps de s'occuper de regarder effectivement est-ce que j'installe la solution chez moi, est-ce que je le mets sur le cloud, est-ce que tous des sujets comme ça techniques qui peuvent, si on n'y réfléchit pas avant de mettre en place une solution, peuvent poser des problèmes soit d'accès, soit de fonctionnement par la suite. Donc faut bien effectivement bien se pencher sur ces soucis-là, entre guillemets soucis, si on ne prévoit pas, et effectivement d'être accompagné par quelqu'un, alors effectivement par une personne ou plusieurs personnes, voilà, pour pouvoir mettre ça en place, pour justement prévoir tous ces pans de la mise en place d'un outil plus complexe, plein de petits outils, quoi. Et du coup, Rémi, deux questions en une. Ton avis, bien sûr, c'est la partie de la rationalisation, et surtout sur qui toi tu t'es appuyé chez Epopia pour arriver à faire des bons choix. Ouais, alors sur la partie rationalisation, alors bon, après il y a deux écoles, hein. C'est vrai que même quand on se pose effectivement autour d'une table et qu'on essaye de définir ses processus et qu'on se fait accompagner, il n'empêche, surtout sur une startup, c'est difficile de savoir quels seront nos futurs besoins, vu qu'une startup, ça pivote, ça expérimente des business models, ça peut finir par sortir des nouveaux produits qui sont autres. Donc on a effectivement, comme c'était dit avant, on n'a jamais une copie parfaite, et c'est vrai que c'est compliqué, et moi je me méfie toujours, c'est quelque chose auquel j'ai toujours fait attention, c'est ne pas non plus trop fantasmer les problèmes, donc ne pas résoudre les problèmes qu'on n'a pas, parce qu'on peut passer beaucoup d'énergie à se dire attention, à un moment on va avoir tout ça qui va nous exploser à la figure, et en fait dans les faits c'est toujours ailleurs, ça explose toujours là où on l'avait pas prévu, hein. C'est marrant la vie, et donc du coup on peut avoir dépensé beaucoup d'énergie en fait à s'outiller sur le mauvais endroit,
Et ça, c'est un truc qui, au cas où moi, j'ai toujours fait très attention de ne pas dépenser de l'énergie là où j'avais pas encore le besoin, parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment sûr d'où il est. Aussi, sur la démultiplication des outils, il y avait deux choses importantes aussi à avoir en tête. Un, quand on prend un outil, on peut faire son étude de marché, voir son prix et tout ça, mais dès qu'on a démultiplié le nombre de salariés, quand il y a des licences par nombre d'utilisateurs, le coût il peut exploser assez vite. On a aussi des entreprises en face qui sont pas forcément, qui sont aussi en phase de croissance et qui évoluent, qui changent leur business model. Donc on peut avoir des boîtes qui du jour au lendemain ont des prix qui font x3, qui changent le business model et maintenant ça passe par utilisateur. Et en fait, ouais, ça, en plus il faut suivre. Ouais, il faut suivre, quoi. Ça peut se retrouver, en fait, ce qui était très compétitif à un moment peut ne plus l'être du tout l'année suivante. Et donc, ça veut dire parfois rechanger d'outils de nouveau parce que finalement, on va aller retourner chez la concurrence qui était moins chère. Ça, c'est vraiment relou et c'est c'est très relou. Et ça arrive tout le temps. Surtout quand on a beaucoup d'outils, c'est sûr qu'il y a la moitié d'outils où ça va bouger dans l'année. Et effectivement aussi, au-delà de la question de l'onboarding et du fait qu'il faut que chaque salarié prenne en main chaque outil dont il aura besoin, c'est aussi un frein dans les équipes d'avoir beaucoup de processus qui sont très différents à gérer. Ça fait qu'il va y avoir aussi une tendance chez les équipes à en laisser certains de côté parce que c'est trop relou. Il faut encore retourner à tel endroit. Du coup, on va le bâcler, on va moins l'utiliser. Enfin, le fait, il peut y avoir des process qu'on met en place qui sont pas centraux dans l'entreprise, mais qui sont des bonnes pratiques et qui en fait s'effondrent parce qu'en fait il faut encore aller se connecter ailleurs et faire encore une mode manipulation. Et ça, les équipes, c'est relou. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement plein de points qui viennent aussi, mais qu'on découvre au fur et à mesure. Sur la partie accompagnement, alors nous, la règle, elle a toujours été parce que quand on parle d'outillage, effectivement, c'est souvent par domaine. Donc, tous les outils qui servent au marketing, c'est l'équipe marketing et le directeur marketing qui fait le travail d'aller les chercher, d'aller les sourcer, d'aller faire son étude de marché. Pareil pour chaque domaine. Donc, c'est des outils avec lesquels vous travaillez, c'est à vous de les choisir. Mais par contre, on a toujours aussi le directeur technique qui est en soutien derrière. Parfois même, c'est lui qui fait, quand ça doit s'interfacer avec nos outils, c'est même lui souvent qui se retrouvait à faire l'étude de marché parce qu'il savait avec quoi il pourrait se connecter ou pas. Et donc, ça demande d'avoir aussi une ressource dans ce cas-là technique en interne, ce que nous on avait, pour être sûr justement de ne pas se retrouver à faire un super choix, mais qui jamais se branche. Et en fait, ça sert à rien. Mais ouais, on l'a toujours fait en interne, mais parce qu'on avait une équipe avec des compétences assez larges aussi pour le faire. Donc, tu t'es appuyé sur les compétences techniques, opérationnelles de tes équipes pour arriver à choisir des outils. Et finalement, tu as réussi à avoir des outils qui derrière ont été fonctionnels sur ce schéma-là. Il y a encore un autre truc sur lequel je me suis reposé, qui est quand même aussi vachement important, c'est le réseau. Si vous êtes entouré de boîtes qui bossent, si vous êtes entouré de boîtes et d'entrepreneurs, et ben en général, dès qu'on a un problème, on va d'abord demander au réseau, vous avez déjà eu ce problème? Qu'est-ce que vous utilisez? Et on a les feedbacks et on sait lesquels sont. Et eux, ils ont déjà fait l'étude de marché, donc on sait déjà lesquels sont les moins chers, on sait lesquels se connectent avec quoi, on sait lesquels ils ont essayé, ça n'a pas marché, donc sur quoi ils ont pivoté. Et donc ça, c'est aussi un accélérateur très fort, avoir du réseau d'entrepreneurial. Ça permet de faire plus vite des bons choix ou de zapper une partie des études de marché. Super clair. Anne et Jean-Christophe, par rapport à, on va dire, à ces choix et sur cette idée de se reposer sur la tech, sur les opérationnels et sur le réseau, c'est quoi votre avis? C'est quoi votre idée là-dessus? Effectivement, avec le réseau, enfin, c'est comme disait Rémi, hein, les collègues, enfin les confrères qui sont déjà passés par là avant, autant s'appuyer sur leur expérience, ça évite effectivement de refaire tout de A à Z. Donc c'est effectivement bien de s'appuyer sur le réseau. Après, de passer effectivement par des cabinets de conseil ou des intégrateurs. Je parlais pour ma paroisse, mais des intégrateurs qui ont une vue un peu d'ensemble et qui peuvent aider effectivement à faire le choix. Alors, pas forcément le choix de l'outil, il peut y avoir d'autres outils à proposer, mais se faire accompagner, puis ça permet aussi d'avoir un regard des fois extérieur. Quand on n'a pas les compétences en interne, là Rémi, ils avaient les compétences chez eux, donc ça allait. Quand on n'a pas les compétences, un œil extérieur, ça permet aussi d'avoir une vision extérieure de l'entreprise et de se dire des fois, attention, là, vous allez peut-être vouloir mettre ça en place, mais par contre, c'est peut-être pas la meilleure solution aussi que vous voulez mettre en place. Donc, ça peut être un avantage quand même de prendre aussi des personnes qui sont extérieures à l'entreprise.
ce que tu dis là, Jean-Christophe, c'est que important même après le choix de l'outil, parce que comme disait Rémi, il y a des problématiques qui arrivent derrière aussi sur, il faut que les gens soient contents, il faut que les gens soient pas gênés, on va dire, par les outils. Donc il y a aussi cette partie-là, cette phase-là qui est importante. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est l'outil de toute façon. Enfin, si on veut mettre un outil pour l'équipe n'adhère pas, forcément le projet est lié à échec parce que les utilisateurs vont se sentir obligés de l'utiliser. Et comme l'a dit Rémi avant, il y a des process qui seront pas faits, il y a des choses, voilà. Donc, si déjà les utilisateurs rejettent en bloc l'outil, c'est mal barré pour la suite, on va dire. Mais pour moi, faire appel à de l'externe, c'est pas, c'est de toute façon, et effectivement, là, je rejoins complètement Rémi, c'est aux collaborateurs de choisir l'outil. Pour moi, l'avantage d'une prestation externe, c'est soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas les compétences. Là, effectivement, il y avait aussi les compétences techniques chez Epopia, mais quand on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas forcément le temps, faire appel à de l'externe, ça permet d'avoir un peu une force de frappe à court terme et effectivement limité dans le temps, c'est-à-dire qu'une fois que l'outil est choisi, il y a plus le prestataire s'en va, pour justement avoir ce recul et aller questionner les bonnes personnes et avoir cette vision globale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être un peu chef d'orchestre, qui va prendre les besoins vraiment du métier, vraiment pour que ça corresponde à ce dont ont besoin les collaborateurs, mais qui va aussi aller se renseigner sur les contraintes techniques, qui va aussi aller négocier les prix, voilà, d'avoir un peu quelqu'un qui va avoir cette vision, mais tout en s'appuyant bien sûr sur les collaborateurs et sur leurs besoins. Super clair, merci beaucoup. Alors, moi, il y a 2 points qui me titillent quand même dans tout ce qu'on vient de dire. Le premier point, ça va être la question qui est là, c'est-à-dire comment on choisit le bon outil, comment on benchmark. Et le deuxième point qu'on verra du coup juste après, ce serait comment on le met en place, forcément. Comment je le choisis, comment je le mets en place. Et là, Anne, Jean-Christophe, je suis curieux d'avoir vos avis, vos conseils et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense que là, Rémi et moi, on a des chefs d'entreprise qui ont eu des problématiques comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on devrait faire à l'avenir pour bien choisir. Anne, alors, tu veux commencer ? Ouais, effectivement, pour bien choisir un outil, c'est toujours une question assez compliquée et on l'a un petit peu évoqué déjà avant. L'idéal, c'est de savoir exactement où on va et ce dont on va avoir besoin. Mais on sait très bien que c'est pas possible et que c'est très utopique. Donc, essayez déjà de l'anticiper. Et ensuite, au fil de l'eau, se dire, OK, quel est mon existant? Où sont mes points de tension? Où est-ce que j'ai des problèmes? Que ce soit des problèmes de ressaisie, que ce soit des problèmes de coût, que ce soit des problèmes de maintenabilité technique. Où ils sont mes problèmes? De bien analyser ça et de voir quel problème je veux résoudre. Comme le disait Rémi tout à l'heure, il ne s'agit pas d'anticiper des problèmes. C'est de se dire, OK, ils sont où mes problèmes? Et d'essayer de les résoudre. Et de définir, un peu ses besoins en prenant en compte les usages et en essayant au maximum d'anticiper ceux de demain. Parce que l'idéal, c'est quand même d'avoir un outil. Je dis pas qu'il va faire toute la vie de l'entreprise, mais c'est un investissement. C'est toujours un investissement d'implémenter un outil. Donc, d'avoir un outil qui va permettre quand même de nous accompagner sur une période assez longue. Ensuite, de bien définir ses besoins, de faire un appel d'offres ou du moins d'aller benchmarker un peu ce qui existe sur le marché, de se renseigner auprès, comme le disait Rémi, auprès du réseau, parce que c'est quand même les meilleurs ambassadeurs, même si les problèmes qu'ils ont eus sont pas forcément ceux qu'on va avoir, mais en tout cas, on a une bonne idée de l'outil, est-ce qu'il est facile à prendre en main, et quel est le coût, etc. Et ensuite d'évaluer pour implémenter l'outil qui correspond mieux, quoi. Super clair. Alors du coup, Jean-Christophe, moi j'ai envie de t'embêter un petit peu sur la question suivante. C'est la question qui te concerne en premier lieu. Tu vas intégrer un outil qui s'appelle Odoo, qui est de plus en plus connu sur le marché. Concrètement, avec ton expérience, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que ça marche quand on intègre un outil et qu'est-ce qu'on doit absolument avoir à l'esprit pour atteindre cette réussite? Alors, ce qui est important de faire, c'est comme le disait Anne, c'est d'analyser l'existant et de bien définir son besoin. On sait que c'est toujours chiant à faire, entre guillemets. C'est
rédiger un cahier des charges. Ça permet de se poser, en écrivant, on se pose les questions de ce qu'on veut mettre en place et autres. Donc ça permet de réfléchir vraiment à ce qu'on veut. Parce que partir à choisir un outil et dire bon on verra quand on le mettra en place ce qu'on veut. On part souvent dans tous les sens. Enfin, au fur et à mesure, voilà, on veut ça, on met en place des choses et on se rend compte qu'au bout du compte, quelques mois ou quelques années après, on se dit bah non en fait on a fait ça, mais ça correspond pas à ce qu'on voulait. Donc le fait de se poser, de rédiger un cahier des charges. Alors soit en interne, soit de se faire accompagner, mais de rédiger un cahier des charges, ça permet de se poser et vraiment de voir ce qu'on a besoin effectivement. Donc ça c'est une phase importante, c'est long à faire, mais c'est une chose qui est pour moi primordiale à faire. Après, se faire accompagner pour la mise en place de l'outil, souvent, quand c'est des outils assez complexes, il y a des intégrateurs, hein, comme ce que je fais. Alors, c'est pas juste un intégrateur qui va vous installer le logiciel puis faire tout ce que vous avez besoin. Le but d'un intégrateur aussi, c'est des fois, ça passe pas forcément bien, mais c'est de vous dire non des fois, de vous dire bah non vous avez ça, on peut peut-être le faire d'une autre manière parce que l'outil le fait d'une certaine manière qui correspond pas exactement à ce que vous voulez, mais par contre si on le fait tel que l'outil le fait, ça vous évitera déjà d'avoir du spécifique sur l'outil, donc des coûts de maintenance en moins par la suite ou des choses comme ça, hein, c'est aussi ça. Et puis peut-être si possible de revoir, de revoir ces processus pour dire tiens, effectivement on l'avait pensé comme ça, mais peut-être que si l'outil le fait comme ça, c'est qu'il y a une raison aussi, et peut-être se poser la question du coup de se dire on va peut-être effectivement le faire comme l'outil le fait. Et ça c'est le rôle de l'intégrateur de l'outil de mettre des barrières et de pas forcément dire oui à tout et amen à tout ce que l'entreprise veut, parce qu'on se rend compte que après on développe des outils super complexes à maintenir, c'est très onéreux, c'est complexe aussi. Alors sur le coup, ça apporte, on est satisfait parce qu'on a l'outil exactement, on a le bouton en haut à droite vert qui clignote. Voilà, c'est des exemples que j'ai pu avoir. Puis on se rend compte qu'en fait le bouton, il aurait été à gauche et il serait resté comme il était, ça aurait fonctionné aussi. Donc c'est le rôle aussi de l'intégrateur de remettre ça entre guillemets pour la mise en place et d'aller contre peut-être les besoins de l'entreprise. Il y a un sujet qui est pas simple. Je le prends aussi chez moi et je vais poser la question à Rémi, mais généralement quand on a les équipes qui vous disent ouais, moi il me faudrait ça et c'est absolument ça dont j'ai besoin, en tant que patron, on a bien envie de leur dire oui. Comme ça, on est tranquille et puis ça fait un problème en moins. Finalement, là, ce que nous dit Jean-Christophe, c'est que c'est peut-être pas l'objectif de faire plaisir à tout le monde, c'est peut-être l'objectif aussi d'avoir un outil qui soit cohérent et commun pour tous. Toi, Rémi, dans ces cas-là, tu as été comment dans ton expérience? C'était quoi les choix que tu as fait jusqu'à maintenant? Moi, je suis trop gentil. On est d'accord, hein, c'est plus facile de dire oui, quoi. Non, mais parce que je suis complètement d'accord. On a envie de dire oui. Si les équipes y voient de la valeur, on se dit qu'il y en a. Et c'est souvent pas une bonne idée. Donc là-dessus, je pense que c'est bien d'avoir aussi le retour d'expérience de gens comme un intégrateur qui connaît, qui est déjà passé par plusieurs boîtes, qui a déjà vu la problématique plusieurs fois. Il sait justifier pourquoi c'est une mauvaise idée. En tant que chef d'entreprise, on l'a jamais fait, c'est pas notre métier. Moi, il me dit, il y a besoin de ça, je fais, allons-y, si c'est pas trop cher. T'as absolument besoin de cet outil. Si t'en as absolument besoin, on va le prendre. Hein. C'est comme ça, quoi. Je vais pas perdre mon business parce que j'ai dit non, ce serait con. Alors, donc oui. C'est clair. C'est exactement ça. Donc, c'est pas si simple. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir des gens qui ont du recul. Comme dit Rémi, j'aime bien cette idée-là. Qui ont du recul et qui sont capables de nous dire non, mais en fait, ça m'a marché très bien comme ça. Ça sert à rien d'aller développer et de remettre de l'argent aussi parce qu'à chaque fois, potentiellement, c'est des dépenses supplémentaires. Forcément. Et puis, c'est des dépenses au début pour mettre en place justement le bouton vert qui clignote, etc. Donc, il y a un petit dev. Et c'est surtout, et ça, c'est beaucoup plus noyé et on le voit moins. Moi, je le vois, je prends mon ancienne casquette côté client où effectivement, on a voulu mettre en place Odoo. On avait un autre intégrateur.
Alors et voilà, c'était très bien. On avait oui à tout ce qu'on voulait. Et en fait, on est arrivé sur une usine à gaz, c'est-à-dire quelque chose d'immaintenable, qui nous coûtait extrêmement cher. Chaque montée de version, fallait tout redévelopper. Et Jean-Christophe est arrivé et nous a dit non mais moi je vais tout vous remettre en standard, donc pas facile, hein, surtout quand on leur a donné quelque chose de très spécifique, customisé exactement comme ils voulaient. Mais au final, on arrive avec un outil, tout est beaucoup plus fluide parce que ceux qui ont pensé l'outil, ils ont quand même pensé un peu expérience utilisateur. Alors, c'est peut-être pas celle de votre entreprise, mais normalement, c'est quelque chose quand même d'assez fluide. Surtout aujourd'hui, on a des outils qui sont quand même de plus en plus ergonomiques. Et voilà, et d'avoir tout remis au maximum dans les standards. Je dis pas qu'il y a jamais de spécifique, mais au maximum, bah, au final, on a gagné en productivité et surtout, on a gagné en maintenabilité, quoi. Ouais, parce qu'il y a encore, sur tous ces outils, il y a encore des frais qui sont pas juste je choisis un outil et je paye tous les mois, mais il y a encore des frais de redéveloppement parce que quand on monte de gamme, quand l'outil change, exactement, on doit potentiellement refinancer. Exactement. Tout ce qui est spécifique, bah, c'est pas, par définition, c'est pas le standard de l'entreprise. Donc, quand l'entreprise fait une montée de version, tout ce qu'on a développé en spécifique, faut le redévelopper. Faut recommencer de zéro, quoi. Alors, pas forcément de zéro, j'exagère un peu, mais en tout cas, il faut l'upgrader pour qu'il reste compatible avec le socle standard. Et comme disait Rémi tout à l'heure, si on a les équipes directeurs techniques en interne, c'est bien, mais il y a plein de métiers où malheureusement, on n'a pas forcément ces compétences en interne. Super. Alors moi, il y a encore un sujet qui me titille beaucoup, hein. De toute façon, vous me connaissez maintenant un petit peu chez Aconeo, on est très intéressé par ces sujets qui touchent autour de l'IA. Et j'aurais bien aimé avoir vos avis à tous, parce que là, on parle d'outils, on parle de technologie. Donc pour vous, l'émergence de l'IA et de tout ce qu'on entend à droite, à gauche, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, autour de ces sujets-là, c'est quel impact sur ces sujets-là? Peut-être que Rémi, tu veux commencer là-dessus? Je sais que toi, tu dois t'amuser beaucoup avec ces nouvelles idées d'IA. Je joue avec l'IA pas mal, ouais, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime bien l'utiliser. Après, l'idée, je sais pas. Après, en tant que chef d'entreprise, en tout cas, bah, en vrai, nous, on en hérite. C'est pas nous qui allons courir après. Aujourd'hui, tous les produits dont on a besoin, tous les outils dont on a besoin, s'ils veulent rester compétitifs, ils doivent l'intégrer. Et donc, de plus en plus d'outils l'intègrent. Et justement, c'est même eux qui se font un peu la course à qui propose le plus la meilleure intégration, qui fait que ça simplifiera et que ça nous enlèvera encore des coûts. Et donc, on en hérite pas mal. C'est vrai que moi, je vois, par exemple, dans le domaine informatique, il n'y a plus un outil d'informatique qui n'intègre pas l'IA qui vient débugger, corriger, suggérer en temps réel, en même temps qu'on code. Enfin, c'est quelque chose qui devient de plus en plus standard. Et si c'est déjà standard dans la partie très technique, je pense que ça va assez rapidement se standardiser dans les outils beaucoup plus haut niveau, plus proche des gens. Donc, mais après, dans les choix des outils, au début, oui, je pense que c'est encore intéressant aujourd'hui, quand on choisit son outil, d'aller voir là où ça peut avoir une plus-value, parce que parfois, ça peut être aussi très gadget, hein. On met de l'IA parce que comme ça permet de vendre plus cher et de rester devant dans le marché, mais en fait, ça sert absolument à rien dans le produit. Donc, après, il faut réussir à avoir encore un peu de recul, et c'est là où toujours, c'est bien d'aller chercher la connaissance ailleurs, qui l'a déjà utilisé, qui en a vraiment un usage, et est-ce que c'est du market? Toi, si demain tu dois reconstruire, on va aller voir la partie technique juste après avec Anne et Jean-Christophe, mais toi, si tu dois reconstruire quelque chose demain de zéro avec toute la partie outillage à remettre en question, tu intègres l'IA comme un point indispensable sur les outils ou pas forcément? Oui, pour la simple et bonne raison que même si j'aime l'humain, mes concurrents, ils vont mettre de l'IA et ils vont me remplacer plein d'humains par de l'IA, ils vont baisser leurs coûts et du coup, bah, je peux pas, moi, me prendre le loisir de me dire non, mais n'utilisons pas l'IA, laissons plein d'humains faire plein de choses et après me retrouver plus cher que tout le monde. Donc, il faut aller à l'efficacité, à la rapidité. Et donc, je suis obligé de m'outiller au moins aussi bien que mes concurrents, sinon je m'auto-saborde. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu penses que tous les concurrents aujourd'hui tous les concurrents, pas forcément les tiens, mais sur l'ensemble des marchés aujourd'hui, toutes les boîtes, tu penses qu'elles ont déjà intégré tout ça? Ah non, les entreprises sont lentes, sont très 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 lentes. Mais donc il y a encore, si vous y allez, vous êtes encore dans les premiers. C'est fou de dire ça alors que ChatGPT a déjà plus d'1 an et que l'IA ça a 50 ans. Mais non, tout ça c'est très lent. Donc, mais il faut y aller maintenant. C'est pas après. Justement, c'est maintenant qu'il faut y aller. Anne, Jean-Christophe, sur ce sujet-là, du coup, il faut y aller maintenant?
Oui, bah, je pense, oui. De toute façon, comme le disait Rémi, hein, si on veut, il y a des choses. Enfin, l'IA permet d'automatiser, effectivement, de remplacer des fonctions d'humains, comme l'a dit Rémi, qui sont pas forcément, voilà, qui n'amènent pas forcément de plus-value pour l'humain. Et du coup, bah, l'IA permet justement de traiter ces choses-là, d'aider aussi, bon, on le voit maintenant avec ChatGPT ou autre, hein, d'aider des fois à trouver des solutions plus facilement, hein, parce que voilà, c'est intégré dans l'outil, on se repose sur l'IA et ça, voilà, ça donne des réponses. Donc ça permet d'avancer plus vite. Après, effectivement, il faut pas non plus vouloir tout remplacer l'humain par l'IA, mais sur certains points, c'est bien de le mettre en place et effectivement, ça fait gagner en productivité et ça optimise le travail. Parce que, voilà, ça évite aux équipes de s'occuper de ces points-là, quoi. Et toi, Jean-Christophe, tu penses qu'aujourd'hui, la majorité des outils ont déjà intégré l'IA, ou finalement c'est en train de se faire, ou ça va se faire? Alors, l'IA, enfin l'automatisation des tâches, ça fait longtemps que ça existe dans les outils. Enfin, les outils qui sont, voilà, qui font entre guillemets plein de choses et c'est automatisé dans les processus. Et depuis un an ou deux, effectivement, il y a aussi le chat GPT qui vient être mis dans les outils pour justement aussi se démarquer du marché, hein, parce que comme le disait Rémi, moi je l'ai dans mon outil, donc je suis mieux que les autres. Donc ça permet aussi d'avancer. Et puis ça va devenir de plus en plus un besoin, effectivement, peut-être pas quotidien, mais ça va devenir un besoin dans les entreprises. Donc il faut, et c'est en train d'être mis en place de plus en plus dans les outils. Et je pense que les outils qui vont passer à côté de ça risquent de passer à côté aussi du futur. De passer l'arme à gauche au bout du compte. C'est ça, voilà. Super. Anne, tu voulais intervenir sur ce sujet-là? Oui, mais enfin voilà, simplement, je suis parfaitement en phase avec tout ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est IA au sens, c'est-à-dire que ça fait longtemps quand même que ça existe, tout ce qui est automatisation des tâches, etc. Ça, c'est des choses que les outils ont déjà intégrées. Maintenant, attention aussi à l'aspect un peu gadget, j'ai de l'IA qui va vous permettre de synthétiser vos notes, voilà. Je pense qu'une fois de plus, c'est mon côté un peu, mais voilà, faut bien faire attention à son besoin. Pas payer quelque chose plus cher parce qu'on vend de l'IA, parce que si on n'en a pas besoin, il n'y a pas d'intérêt. Et oui, aujourd'hui, les outils l'intègrent, mais parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés. Attention à l'aspect marketing aussi, à dire j'ai mis de l'IA parce qu'il faut en mettre, et au final, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt dans l'utilisation et dans le gain de temps, etc. pour la boîte. Et il y en a, hein. Il y a dans Odoo, dans voilà, tout ce qui est automatisation des tâches. On a de plus en plus d'IA aussi sur tout ce qui est rapprochement bancaire. Voilà, il y a quand même des choses sur des tâches très fastidieuses qui en plus sont source d'erreurs. Parce que c'est fastidieux, du coup c'est de la comparaison, etc. Oui, là il faut prendre des outils qui intègrent déjà ça, c'est sûr et certain. Super. Est-ce que l'un de vous trois, on a discuté de pas mal de sujets, est-ce que l'un de vous trois a des choses qu'il n'a pas pu partager, qu'il avait envie de partager aujourd'hui, et ensuite on ira voir surtout les questions des gens qui nous ont suivis. Est-ce que Rémi, tu avais un truc à rajouter, ou bien Jean-Christophe ou Anne, les uns ou les autres? Est-ce que... Moi, je voulais simplement, comme disait Rémi tout à l'heure, l'importance du réseau pour aider à identifier des outils qui fonctionnent bien, etc. L'importance si vous choisissez de vous faire accompagner, l'importance du réseau aussi pour trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Parce que c'est pas parce qu'on a le bon outil, qu'on a pris un intégrateur ou qu'on a pris une mission de conseil que ça va être bien fait. Malheureusement, voilà, je trouve que c'est très important d'avoir vraiment des gens compétents sur ces sujets-là. Parce que voilà, moi je l'ai vécu, on avait tout bien pris avec un intégrateur, et au final ça a été mal implémenté. Donc je trouve que voilà, faut pas hésiter à s'appuyer sur le réseau pour identifier les bonnes personnes et les bons outils, quoi. Super, merci beaucoup. Alors, on va maintenant prendre un deuxième temps dans ce webinaire pour essayer de répondre à vos questions aux uns aux autres. Donc n'hésitez pas à nous partager les questions que vous avez pu avoir après la présentation et les explications qui ont été données, peut-être vos cas précis aussi. Alors, soit vous prenez la parole, soit vous écrivez dans le chat. Les deux peuvent très bien marcher. Je vous laisse maître de ce que vous souhaitez faire.
Alors, Muriel, comment savoir si l'outil utilisé permet de sécuriser les données qu'on met dans l'outil? Question technique. Anne ou Jean-Christophe, peut-être Jean-Christophe, tu as des... Ouais, ça dépend un peu de la... Qu'est-ce qu'on entend par sécuriser? Est-ce que c'est dans le sens sécuriser et... éviter la fuite des données au sens RGPD, cloud, etc. Ou est-ce que c'est ça le sujet? RGPD, d'accord. Sujet RGPD. Alors, je pense que Jean-Christophe pourra compléter ma réponse. La mienne qui est très fonctionnelle, je pense que celle de Jean-Christophe sera beaucoup plus technique. Mais il faut choisir un outil, en tout cas, qui est fait par un éditeur. Et si on choisit le cloud avec des données qui sont hébergées en fonction des données collectées, données personnelles ou pas, données de santé ou pas, il y a des recommandations gouvernementales très fortes sur où est-ce que peuvent être hébergées les données en Union européenne. Donc voilà, il faut respecter la législation. Et ensuite, tout le travail aussi dans le benchmark, c'est de se dire quels sont les types de données collectées. Et en fonction de ce type de données, de se dire quelles sont les exigences aujourd'hui que j'ai par rapport à mes données. Et du coup, quel outil répond à ces exigences. Et ça, ils le publient, les éditeurs. Ils sont obligés effectivement les éditeurs. Enfin, moi, je sais que Odoo, l'éditeur, d'ailleurs, ils ont une page dédiée sur leur site pour ça. Effectivement, ils indiquent où est-ce que les données sont hébergées, comment c'est sauvegardé, des choses comme ça, pour montrer justement. Ils sont obligés de toute façon maintenant avec le règlement européen, ils sont obligés de le mettre en avant et de le respecter. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, bien dans le cloud, surtout bien, quand c'est dans le cloud, bien voir où les données sont hébergées, effectivement. D'accord. Tu as répondu à ta question, Myriam? Ouais. Super. Moi, je vais rajouter un petit point là-dessus parce que c'est d'actualité et peut-être que tout le monde l'a pas vu passer, mais malheureusement, c'est une actualité forte chez les experts comptables. C'est que on a eu un de nos... Comment on appelle ça? Un de nos outils qui va faire un serveur en fait pour les experts comptables qui a été hacké malheureusement en début décembre. Et beaucoup d'experts comptables ont perdu des données, ont perdu, on va dire, des informations chez leurs clients, pour leurs clients. Et donc ça a été, on va pas se mentir, ça a été un point qui a été très 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 suivi et poussé par non seulement l'ordre des experts comptables, mais aussi le gouvernement. Ça a été un point qui était très embêtant. C'est quand même très gênant de perdre des informations de nos entreprises. Et effectivement, pour moi, il y a des enjeux qui sont quand même très forts aujourd'hui sur aussi cette partie, en dehors de la partie RGPD, sur aussi la partie hacking, c'est aussi la partie sécurisation des données, et avec tout ce qu'on reçoit comme mail tous les jours, les uns les autres, d'hameçonnage et d'autres choses de ce type-là, on a aussi le besoin, le devoir d'avoir des données qui sont bien sécurisées, qu'un hameçonnage ne nous mette pas en risque de perdre l'ensemble de nos données du jour au lendemain. C'est quoi, à quoi il faut faire attention, ça, Jean-Christophe, quand on choisit son outil sur cet aspect-là? Ça va dépendre de où on met en place l'outil, si c'est dans le cloud toujours ou si c'est à l'intérieur d'une entreprise. Si c'est dans l'entreprise, bien faire attention effectivement à la sécurité d'accès des serveurs. Souvent dans le cloud, ça arrive encore, parce que de toute façon les hackers ont pour but d'essayer de passer à tout prix. Donc il y aura toujours un moyen d'y accéder, mais dans le cloud c'est un peu plus sécurisé dessus. Quand c'est en interne, bien faire attention justement à cette partie-là, de bien sécuriser l'accès au serveur qui contient les données. Et surtout, point très important qu'on a tendance à oublier ou à mettre de côté, c'est les sauvegardes. Des sauvegardes, alors pas juste une sauvegarde, ça j'en ai déjà vu, mais une sauvegarde, on met le disque dur externe branché sur le serveur et qui reste branché sur le serveur. Ça n'a aucun intérêt. Déjà, s'il y a un vol, un incendie, on perd toutes les données. Donc si on fait des sauvegardes, faire des sauvegardes et des sauvegardes aussi externalisées, cryptées à l'extérieur de l'entreprise. Comme ça, si on a un problème de hacking, si le serveur a été hacké, on a toujours des sauvegardes externes qui, normalement, n'ont pas, vu que c'est sur des serveurs bien distincts, n'ont pas pu être hackés. Donc, ça permet de récupérer des données assez rapidement. Même s'il faut reconstruire des choses, et on arrive à récupérer des données. Mais il y a toute cette partie-là, bien faire attention. Parce que c'est souvent mis de côté. On se dit, voilà, tant qu'on n'a pas de soucis,
tout se passe bien. Et puis le jour où ça arrive, c'est là où on se dit ah bah tiens, alors soit on avait des sauvegardes, mais on n'a pas vérifié les sauvegardes régulièrement. Donc ça c'est pareil, c'est à vérifier de temps en temps. Alors c'est sûr, ça prend du temps quand on est dans le guidon à longueur de journée. On n'a pas forcément le temps, mais de temps en temps, prendre une sauvegarde et essayer de la remonter sur un serveur à côté, voir si la sauvegarde est fonctionnelle. Parce que c'est pas le jour où on va en avoir besoin qu'on se dit ah bah tiens, ça fait 6 mois que la sauvegarde en fait ça sauvegardait, mais ça sauvegardait rien. Bah là on peut être on peut mettre la clé sous la porte très rapidement, quoi. Rémi, dans un cas concret, toi, tu as eu des soucis RGPD ou des soucis de sécurisation de données J'ai pas eu de panique et de hacking et ce genre de choses. Après, comme on avait une équipe technique, on était déjà assez sensible au sujet en termes de. Il y a deux trucs. Soit c'est interne. La plupart des hackings, ils se passent entre le clavier et la chaise. Hein. Donc normalement, c'est avoir un bon process interne aussi pour la sécurisation. Nous, on avait un outil Bitwarden qui génère des mots de passe forts, qui fait coffre-fort de mots de passe centralisés pour tous les services, qui permet aussi que ça reste quand même simple malgré avoir plusieurs services. Et donc, on avait une formation aussi en interne pour les équipes, pour les sensibiliser à tout ça et qu'ils utilisent bien les outils. Et après, l'autre hacking, c'est la même chose, mais côté outils, quand la donnée n'est pas chez nous. Et ça, on peut pas faire des audits de sécurité sur chacun de ces prestataires, c'est un peu compliqué. Donc, en général, on perd pas les données, elles sont juste volées, ce qui est déjà pas terrible, mais on n'est pas vraiment responsable. Mais il n'y a pas grand... Enfin, ouais, là, je vois pas trop ce qu'on peut y faire. Le jour où un de nos prestataires, lui, se fait pénétrer ses serveurs, bon, bah... Non, je sais que chez nous, Myriam, qui du coup... notre associée sur Aconeo, elle a fait le choix de tout héberger en France. C'était un de ses choix en disant il faut absolument que toutes les datas qu'on a et tous les gens avec qui on travaille soient hébergés en France. Ça, c'était un de ses choix. Est-ce que ça va vraiment sécuriser plus ou pas? Je suis pas sûr, mais en tout cas, on va dire, c'est un choix qui permet de mieux maîtriser ce qui se passe en face. Mais je suis assez d'accord avec Rémi. Anne, t'as un avis différent là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Nous, en tant que patron, comment on peut se protéger? Si tu veux, au-delà de la localisation des données, alors ça, c'est effectivement pour l'utilisation des données avec les États-Unis, la Chine, etc. Mais ça, c'est un premier sujet. Après, tout ce qui est risque de hacking, risque de perte de données, pour moi, c'est très... faut vraiment le traiter d'une façon décorrélée de la localisation. Et tous les éditeurs... Alors, il y a le sujet quand les données sont hébergées en interne chez vous. Et ça, effectivement, c'est un peu les sujets qu'évoquaient Jean-Christophe et Rémi. Il faut avoir des super processus internes de sécurité. Il faut avoir des sauvegardes, etc. Maintenant, quand on choisit un outil dans le cloud, il faut surtout aller voir... Alors, c'est des termes très techniques, mais quel est ce qu'on appelle le PRA, c'est-à-dire leur plan de reprise d'activité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vous promettent en termes de... j'essaie de le retrouver le mot, mais RTO, RPO, c'est tout ce qui est, qu'est-ce qu'ils vous garantissent comme temps d'indispo? C'est-à-dire, c'est quoi le temps maximal d'indispo qu'ils vous garantissent? Et c'est quoi le temps maximal de perte de données qu'ils vous garantissent? Par exemple, si vous disent au maximum, vous allez perdre 2 heures de données. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Au maximum, votre application va être indisponible pendant 12 heures. Et en fait, souvent, les éditeurs, dans le cloud, ils vous proposent différents niveaux. Si vous n'êtes pas sur quelque chose de central pour vous, vous pouvez accepter, par exemple, un temps d'indisponibilité de 24 heures. Vous allez payer moins cher votre licence, en tout cas l'hébergement. Par contre, si vous voulez avoir une indisponibilité max de 2 heures, forcément, ça va être plus cher parce que eux, derrière, ça veut dire qu'ils vont redonder, c'est-à-dire qu'ils vont être sur plusieurs serveurs en même temps. Dès qu'il y en a un, si jamais il y en a un qui tombe, l'autre va tout de suite prendre le relais. Alors que quand on a des indisponibilités plus longues, ça veut dire qu'on va pouvoir remonter une sauvegarde, comme disait Jean-Christophe, et vous allez rester sur le même serveur. Donc voilà, c'est très technique, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand c'est en interne, il faut être vraiment compétent techniquement. Quand c'est en externe, il faut regarder les conditions. Il faut, comme disait Jean-Christophe, faut le faire au moment de la signature du contrat, parce que quand le problème arrive, c'est trop tard. Parce qu'ils peuvent vous dire, oui, mais vous n'avez pas pris cet engagement-là. Donc nous, on a 24 heures pour vous remonter l'environnement. Super clair. Il faut l'anticiper. Super clair. Pour la petite histoire, c'était plutôt 1 mois pour remonter tout qu'il y a eu chez les experts comptables que 24 heures. Heureusement, on n'a pas eu le souci chez nous, on n'était pas sur ce serveur-là, mais je sais que certains confrères, ça a été un moment difficile. J'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qui a été dit ou par rapport à d'autres sujets sur tout ça? Ça vous paraît au clair? Bon, en tout cas, je vais remercier sincèrement nos 3 intervenants du jour parce que ça a été très intéressant,
pour moi, moi, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, en tant que patron, j'ai appris beaucoup de choses. Ça aussi, ça remet en perspective certains choix qu'on fait parce que c'est des choix qu'on fait au quotidien. Et ben, quand on nous arrive, on les fait un petit peu par défaut, parce qu'en fait, voilà, on nous demande de prendre 10 décisions à la minute, donc à un moment, on prend les décisions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a certaines décisions qui mériteraient un petit peu plus de process, un petit peu plus de réflexion en amont, et que pas forcément en amont, mais des fois aussi en aval, comme ça a été dit. Et ça peut être assez intéressant. Le mot de la fin, peut-être, Rémi, si tu veux, toi, partager un dernier point là-dessus, si tu as envie, par rapport à tout ce qui a été dit. Ah, je t'embête à chaque fois. Je réfléchis là, j'ai pas. Le mot de la fin. Non, mais c'est bien. Outillez-vous. Je ne sais pas. Bah, top. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ça. On va retrouver ce webinaire sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois on fait. On va le partager à tout le monde aussi en format vidéo. Et n'hésitez pas à revenir sur les webinaires. On en fait tous les mois. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci à vous.